un sujet qui est inscrit dans l'histoire, qui se répète. Donc, je passe tout de suite la parole à Victoire Toyon pour l'animation de cette table ronde. Faire front soror et féministe face à l'extrême droite. C'est à vous. Bonjour et bienvenue dans cette maxi table ronde où on va parler de sujets assez tristes, mais il y aura quand même de la joie, vous verrez. Alors voilà, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est un fait, en France, en Europe et plus largement dans le monde, les forces politiques d'extrême droite sont en train soit de prendre le pouvoir, soit d'essayer très très fort. Avec chaque année des scores électoraux plus hauts, parfois jusqu'à parvenir au sommet de l'État, comme c'est le cas en Italie, en Hongrie, peut-être bientôt en Roumanie, à participer à des gouvernements, comme c'est le cas actuellement aux Pays-Bas, en Finlande, en Slovaquie, et puis à gagner de plus en plus de députés au niveau européen, comme ça a été le cas pour la France. L'extrême droite, ce ne sont pas que des partis politiques. Ils ne parviennent au pouvoir que parce qu'ils sont largement financés, portés par des organisations, par des individus, par des médias qui répandent une idéologie raciste, xénophobe, basée sur le rejet de l'immigration et puis bien sûr sur le rejet des féministes, sur un agenda anti-genre, anti-choix, opposé aux droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, qui visent à maintenir des normes genrées et patriarcales, le tout en s'opposant aussi à toute action écologique. Qu'au lendemain de l'élection de Donald Trump, vous l'avez certainement vu, la phrase « Your body, my choice forever », ton corps, mon choix pour toujours, soit devenue virale, repartagée des millions de fois, ne laisse donc aucun doute sur l'ambiance actuelle. Bien, face à cela, que devons-nous faire en tant que féministes? Comment lutter efficacement? Comment s'organiser? Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde exceptionnelle, par le nombre bien sûr, mais aussi par votre expertise, par les positions stratégiques que vous occupez pour agir dans notre société. Ainsi, toutes les trois, Miné Goumbay, Sarah Durocher, Clémence Pajot, vous êtes à la tête des 3 plus grandes associations féministes qui aident, qui accueillent, qui hébergent des centaines de milliers de personnes chaque année en France. À côté de vous, 2 personnes, Lucie Daniel et Sandra Lode Fernandez, vous êtes membres d'ONG qui observez, rendez des rapports, faites des plaidoyers sur l'extrême droite. À vos côtés, Kautar Archi, bonjour, Rokhaya Diallo, Juliette Rousseau, Charlotte Puiseux qui est en visio avec nous, Caroline Dehaas, Sonia Barnat, vous êtes militantes et autrices dans des terrains différents et donc vous allez chacune partager, mettre en commun les techniques, les stratégies que vous expérimentez, ainsi que les pistes que vous aimeriez explorer pour répondre à 2 questions. Comment nous, les féministes, nous pouvons faire notre part pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir? Et puis, s'ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut déjà mettre en place, prévoir pour leur résister et pour limiter leur impact? Voilà, on a 1h15 pour en discuter. D'abord, je voudrais que vous nous fassiez part d'observations concernant l'extrême droite. Qu'est-ce que, selon vous, trop de gens ignorent, minimisent, de quoi les gens ne se rendent pas compte concernant ces mouvements d'extrême droite et la place, la force qu'ils ont? C'est vous qui allez commencer, Lucie Daniel. Donc vous faites partie de l'ONG Equipop. Vous avez rendu de très nombreux rapports sur, 3 plus exactement, sur le masculinisme, les médias et ce qui se passe au niveau européen. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'être ici. Pour aller donc directement dans le vif du sujet, peut-être un élément dont on n'a pas totalement conscience sur l'extrême droite européenne, c'est que c'est en fait une mouvance politique qui est bien structurée et qui est vraiment capable de s'unir pour le pire, notamment lorsqu'il s'agit d'attaquer les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, et des personnes racisées. Je le dis parce que pendant les européennes, je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu minimisé. L'idée que l'extrême droite serait finalement trop divisée pour nuire, pour peser au Parlement européen. Ce qu'on constate, c'est que moins d'1 mois après les élections européennes, Jordan Bardella, qui était donc la tête de liste du Rassemblement national, a annoncé la création d'un groupe d'extrême droite avec Viktor Orban, donc le dirigeant hongrois autoritaire, ouvertement sexiste et homophobe.
Donc ces alliances, elles existent au sein du Parlement européen. On le voit dans les votes aussi de ces partis d'extrême droite qui s'opposent systématiquement ou s'abstiennent dès qu'il s'agit de voter en faveur des droits des femmes. On le voit aussi en dehors du Parlement européen, puisque ce sont des partis, des groupes politiques qui vont organiser des rencontres, des sommets de façon assez régulière. Viktor Orban, par exemple, organise depuis 2015 ce qu'il appelle des sommets pour la démographie, qui sont des sommets qui vont réunir des ténors des partis d'extrême droite européens. Ils seront confiés des gens comme Marion Maréchal ou Éric Zemmour, et en fait ce sont des journées où l'extrême droite européenne se rassemble pour discuter de la façon de faire avancer son agenda, qui est un agenda qui sous couvert d'arguments natalistes est en fait un agenda profondément sexiste et anti-immigration. On voit aussi que ces partis-là sont dans des démarches proactives vis-à-vis d'autres extrêmes droites. Je pense par exemple aux États-Unis, puisque de la même manière, Viktor Orban a organisé cette année une grande convention avec la droite républicaine très dure, trumpiste, avec là aussi l'idée de créer des liens entre toutes ces extrêmes droites. Et puis enfin, on le voit aussi jusqu'à l'ONU, où des associations comme la mienne et d'autres participent régulièrement par exemple la commission sur le statut des femmes, et où on voit arriver en grand nombre des délégations d'États très conservateurs, mais aussi un très grand nombre d'organisations anti-choix qui sont extrêmement bien financées, qui viennent avec de nombreux lobbyistes extrêmement professionnalisés, avec vraiment l'objectif de saboter toutes les négociations sur les droits des femmes, de remettre en cause des conventions internationales sur les droits humains et de créer vraiment des coalitions assez improbables, avec des États que tout oppose sur le plan géopolitique, mais qui, une fois de plus, dès qu'il s'agit d'attaquer les droits des femmes, mettent vraiment toute leur énergie dans des déclarations anti-avortement, dans des campagnes aussi d'intimidation devant l'ONU contre les forces plus progressistes qui sont mobilisées à ces occasions-là. Merci. Donc oui, eux, ils savent s'unir. Sandra Lode Fernandez, qu'est-ce que à l'extrême droite, qu'est-ce qu'on ignore de l'extrême droite? Merci beaucoup, merci pour la question. Et juste pour replacer Oxfam, nous, notre mission, c'est de dénoncer inlassablement un système économique actuel qui est profondément injuste et sexiste, et qui justement nourrit l'extrême droite et freine la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et pour répondre à ta question, pour nous, la montée de l'extrême droite, c'est une conséquence directe de la crise mondiale des inégalités. Et c'est vraiment l'histoire des deux faces d'une même pièce, où d'un côté, on observe un système qui permet une hyper-concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, et notamment des hommes blancs, qui est facilité par des choix politiques. Et à Oxfam, on aime bien les chiffres un peu marquants pour qu'on se rende compte de ce dont on parle. Et on a calculé qu'au rythme actuel, il faudrait plus de 2 siècles pour mettre fin à la pauvreté, mais que dans 10 ans, on pourrait voir à la première fois des milliardaires dont la fortune dépasserait 1 000 milliards de dollars. Et pour avoir 1 000 milliards de dollars, c'est comme si on vous donnait chaque jour 1 million d'euros depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est quand même pas le mar d'argent. Et en France, on voit aussi ces tendances, et on voit que cette hyper-concentration des richesses s'accentue. Et les 4 milliardaires français les plus riches et leurs familles ont vu leur fortune vraiment augmenter, donc de plus de 87% depuis 2020. Et dans le même temps, la richesse cumulée des 90% des Français a baissé. Et on voit que les Français ont subi des baisses importantes de pouvoir d'achat depuis 2 ans, et qui a créé un profond sentiment de déclassement, et notamment dans les classes moyennes. Et c'est ce sentiment de déclassement qui est alimenté par un réel désengagement des États et un affaiblissement des services publics, qui est un véritable moteur de l'extrême droite. Et on le voit, une montée du Rassemblement national partout en France dans les élections. Et du coup, cette crise des inégalités, pour nous, est vraiment un danger majeur et une des conséquences et une des raisons de l'extrême droite. Et je finis juste là-dessus. C'est pas comme s'il n'y avait pas aucune externalité négative. On voit que ces milliardaires ont en plus maintenant un agenda culturel très fort,
Je pense que vous allez voir où je veux en venir. Donc on a des milliardaires qui aujourd'hui détiennent des leviers de pouvoir énormes, les médias, les maisons d'édition. Et on a le cas d'École en France de Vincent Bolloré qui détient des médias, notamment la chaîne d'information la plus vue en France et qui, à des heures de grande écoute, associe l'avortement au meurtre des enfants. Donc voilà, pour vous dire que voilà, il y a la crise des inégalités qui est une conséquence majeure, enfin, induit l'extrême droite, mais en plus qui a un agenda, qui mène une bataille culturelle pour s'attaquer aux droits qu'on a obtenus de haute lutte et qui ont un agenda clairement sexiste, raciste et conservateur. Merci. Caro Tararchi, même question. Qu'est-ce qui vous frappe concernant l'extrême droite que beaucoup de gens semblent ignorer ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Ce qui est très frappant, c'est que beaucoup trop de personnes, encore à mon sens, considèrent que l'extrême droite est uniquement un parti politique, avec des individualités bien précises, avec un parti politique précis, alors qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, il faut davantage insister sur le fait que c'est vraiment une idéologie qui effectivement se renforce à l'aune des inégalités sociales, mais il ne faut absolument pas oublier que l'extrême droite et que l'idéologie d'extrême droite telle qu'elle a été portée en France et structurante aussi d'un point de vue historique. L'extrême droite, ce n'est pas quelque chose qui daterait des 5 ou des 6 dernières élections présidentielles. Il y a une ancienneté extrêmement forte. Il y a l'idée véritablement constitutive selon laquelle la France est un pays qui possède une couleur, plutôt la couleur blanche, et qui possède une identité sexuelle, plutôt l'identité masculine. Donc on est vraiment face à quelque chose qui structure l'imaginaire et qui, encore une fois, possède des caractéristiques qu'on peut dire être transversales. Il y a une transversalité des idées d'extrême droite. Il y a parfois aussi, sur des sujets en particulier, notamment liés aux minorités de genre et liés aussi aux minorités raciales, qui est transpartisan. On voit des propositions, on voit des soutiens à des textes de loi qui peuvent être partagés par des personnalités qui, a priori, politiquement, ne se situent pas à l'extrême droite, mais sur certains sujets décident de se positionner de cette manière-là. Donc c'est extrêmement important d'avoir, entre guillemets, cette vision plutôt large, cette manière plutôt déployée de considérer les dangers que représente l'extrême droite. Merci. Rokhaya Diallo. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très heureuse d'être là avec vous. C'est un immense honneur et une joie de voir qu'on fait physiquement front contre l'extrême droite. Je voulais ajouter à ce que vous avez toutes très justement dit, le fait que l'extrême droite a aussi profité du fait que pendant très longtemps elle était bannie des médias en fait traditionnels pour s'organiser dans une forme de communication moins visible qui aujourd'hui leur bénéficie énormément. C'est-à-dire qu'elle a été très très vite très présente à l'époque sur des blogs et puis sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui on voit que cette force est déployée de manière extrêmement intelligente notamment sur TikTok mais aussi sur Instagram de la part des leaders, notamment je pense à l'extrême droite française en particulier, qui a organisé une communication de proximité extrêmement efficace et redoutable, et ça c'est important. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux milliardaires qui détiennent des médias pour structurer un discours qui a de l'influence sur ce qui se passe dans nos vies. Je voulais revenir sur un événement qui s'est passé cette semaine pour montrer que l'action de l'extrême droite est extrêmement concrète. Enfin, c'était la semaine dernière. Il y a une universitaire qui s'appelle Maboula Soumaoro qui était invitée à prendre la parole au Parlement européen dans le cadre d'une formation aux biais racistes. Elle est spécialiste des diasporas africaines et puis c'est vraiment une des personnes les plus... une des meilleures connaisseuses des questions raciales en France, sur la base d'une lettre qui a été envoyée par une députée européenne du Rassemblement national, doublée d'un tweet de Marion Maréchal, l'accusant d'être... Donc Maboula Soumaoro est une femme noire, je pense que c'est important de le préciser. Donc elle a été accusée d'être une militante anti-blanc, alors que c'est une universitaire reconnue. Et sur la base de ces accusations fallacieuses qui mélangeaient en fait à la fois ces théories et des rumeurs circulant à son sujet, ces deux tweets ont été doublés par une communication extrêmement agressive des médias détenus par Bolloré, donc CNews, le Journal du Dimanche, plus d'autres médias comme Valeurs Actuelles. En 24 heures, le Parlement européen a eu peur et a annulé la réunion qui devait avoir lieu. Donc officiellement, elle est reportée, mais la date est inconnue. Une pétition a été organisée, donc si vous voulez la signer, vous en êtes tout à fait libre, je vous invite à le faire. Mais ça montre quand même que cette communication est efficace et a des effets concrets. Parce que ce qui s'est passé pour Maboula, j'en parle parce que c'est aussi une amie,
c'est qu'elle a reçu des menaces de mort, en fait. Elle a été victime d'une campagne de haine et elle a reçu des menaces de mort jusqu'à son université qui est à Tours. Donc l'extrême droite n'a pas besoin d'être au pouvoir pour avoir une influence et pour pousser des institutions aussi solides que le Parlement européen à prendre des décisions qui vont finalement entraîner des menaces, des atteintes, enfin des possibles atteintes à l'intégrité physique de personnes. Merci. Est-ce que Charlotte Puiseux est avec nous en visio ou en... Oui, je vous entends. Moi, je vous vois très bien. Génial. Bonjour Charlotte Puiseux. Bonjour. Donc vous êtes à distance. Je vous pose aussi la même question. Qu'est-ce que les gens ignorent concernant l'extrême droite, en particulier sur les positions des élus RN et d'extrême droite contre les intérêts des personnes handicapées? Oui, donc bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation aussi. Donc moi, comme ça n'a pas trop été évoqué dans l'introduction, justement, les personnes handicapées sont aussi des cibles très importantes des politiques d'extrême droite. On l'a vu, que ce soit historiquement ou d'autres pays. On a cité la Hongrie, où il y a eu justement des scandales qui ont été révélés sur certains centres spécialisés où les personnes handicapées étaient laissées carrément pour mortes dans ces institutions sans soins, totalement délaissées. Donc on a vu ce que ça donnait dans d'autres pays, mais aussi en France de façon historique, parce que comme ça a été dit, les idées d'extrême droite, elles s'infiltrent partout. Donc on voit aussi dans la politique actuelle, ou très récente par exemple, avec la question du triage à l'hôpital au temps du Covid, qui est du coup une idée extrêmement violente, dont les personnes handicapées ont fait les frais de façon très concrète, puisque des circulaires étaient envoyés dans les hôpitaux avec des critères de capacité ou de non-capacité pour être admises en réanimation et donc être sauvées. Clairement, les personnes handicapées ont été, ont été laissées à part dans cette pandémie, tout comme dans les institutions spécialisées où des consignes étaient envoyées pour ne pas les envoyer justement à l'hôpital pour être soignés. Donc on voit clairement que les idées d'extrême droite ont un réel impact sur la vie des personnes en situation de handicap, qui sont considérées comme des assistés, selon les idées d'extrême droite, donc comme des ennemis de la nation, puisque leurs vies sont jugées non productives, elles sont totalement déclassées. C'est le cœur même de ce qu'on appelle le validisme, le système d'oppression que vivent les personnes handicapées, à savoir que la vie, que la société est divisée en deux catégories, les personnes handicapées et les personnes valides, qui sont des constructions sociales dépendantes justement d'un contexte, d'un temps donné, d'un lieu donné, de politiques menées. Et donc à partir de ces deux catégories, se met en place une hiérarchie où clairement les personnes handicapées sont infériorisées, sont déclassées, leur vie a moins de valeur, voire n'a pas de valeur du tout. Et ça, clairement, l'extrême droite mène ses idées de front, avec vraiment cette idée que les vies des personnes sont non productives, donc un poids pour la société. On l'a vu concrètement avec, par exemple, une abstention lors du vote pour l'augmentation de l'AH, donc l'allocation adulte handicapé, qui est un minimum social attribué aux personnes handicapées ne pouvant travailler, à savoir que ce minimum social est déjà en dessous du seuil de pauvreté. Donc déjà, il faut quand même recontextualiser en disant que les personnes qui vivent avec l'AH sont condamnées à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Donc on est déjà quand même dans une situation particulière. Et bien, face à ça, les députés RN en 2018 se sont abstenus pour voter donc une augmentation de cette AH. Les personnes handicapées aussi issues de l'immigration seraient exclues des prestations sociales. Donc là, on voit clairement une double stigmatisation et des liens entre les systèmes validistes et racistes que l'extrême droite manie très bien. Et puis aussi, la question de la désinstitutionnalisation, comme j'ai rapidement évoqué, dans les milieux antivalidistes, c'est une des revendications majeures à laquelle s'oppose clairement l'extrême droite. Donc il faut savoir que les institutions spécialisées sont condamnées par l'ONU comme des lieux de privation de droits humains.
Donc, en tant que militante antivalidiste, on milite au sein du collectif auquel j'appartiens, qui est des valideuses, on milite pour la désinstitutionnalisation, pour un programme voilà, qui certes va prendre du temps, va demander beaucoup de réflexion, des moyens, mais qui doit absolument être mis en place. Eh bien, l'extrême droite s'y oppose fermement. Au contraire, elle prévoit plus de création de places en institution, notamment par exemple pour les enfants. À l'école, elle s'oppose à une école dite réellement inclusive, avec des moyens pour que les enfants en situation de handicap puissent aller dans les écoles de quartier avec les autres élèves. Mais au contraire, elle prévoit plus de places en institutions spécialisées pour des enfants dits perturbateurs. Donc voilà, donc vraiment, on voit à quel point le programme de l'extrême droite est très délétère pour les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup pour cette synthèse assez glaçante. Merci. Je me tourne vers toutes les trois, puisque comme je l'ai dit, vous êtes responsables à la tête d'associations qui accueillent, qui ont un rôle vital pour d'innombrables personnes en France, des femmes, mais pas que, puisque vous faites de la prévention au planning familial, du conseil, vous faites de l'hébergement, de l'écoute avec Solidarité Femmes au 3919, puisque vous faites du conseil juridique, de l'accueil et bien d'autres missions encore, mais je résume à grands traits, dans les centres d'information pour les droits des femmes et des familles. Évidemment, ce sont des associations qui reçoivent des subventions publiques, à la fois de l'État et des collectivités locales. On voit qu'aujourd'hui, dès que l'extrême droite arrive ou s'infiltre, déjà que c'est difficile d'avoir ces subventions à la hauteur des besoins, mais en fait, elles ont une facilité à les enlever dès qu'elles arrivent au pouvoir. On ne va pas avoir le temps de faire tous les scénarios catastrophes de s'ils arrivent au pouvoir, à quoi ça va ressembler, puisqu'on a compris leur niveau d'hostilité. Mais vous m'avez chacune dit que maintenant, puisque vous faites le constat que parmi les publics que vous accueillez, forcément, il y a un certain nombre de personnes et un nombre grandissant qui, si elles votent, le font pour l'extrême droite, vous prenez aussi cela en compte dans vos missions d'éducation populaire. À quoi ça ressemble très concrètement, cette mission-là pour vous? Comment est-ce que vous les abordez sur le terrain? Avec quels outils? Donc, comment vous résistez concrètement à la montée de l'extrême droite? Miné, vous voulez commencer? Alors pareil, je vous... Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que la première chose, c'est aussi de dire d'où on parle. Nous, on est des associations de terrain. Et donc, c'est d'abord ce qui est en train de se passer, un changement de paradigme total dans notre manière de travailler, puisque je crois que pour la première fois, de manière assez massive, lors des élections législatives anticipées, nous avons dû prendre position de manière beaucoup plus forte que ce qu'on fait d'habitude, parce que nous sommes globalement des associations très financées. Pour la fédération, c'est 80% de subventions publiques. Donc évidemment, chaque prise de position politique met en risque les femmes d'abord que nous accueillons, puis l'ensemble des professionnels qui travaillent, et ce sont des milliers de personnes. Donc on est dans un moment très grave qui nous oblige aussi à changer de paradigme dans notre projet associatif. Donc ça, je pense que c'est important de l'entendre. Notre action de fait, elle est limitée sans doute parfois dans la prise de position, mais en réalité, sur le terrain, on a des leviers énormes. Pour vous donner un exemple, on s'est rendu compte au mois de juin, nous, qu'on avait des salariés, des femmes d'origine étrangère, qui n'étaient même pas inscrites sur les listes électorales. Donc déjà, ça nous oblige, nous, en tant que structure, à se dire, mais comment au quotidien on prend en compte cette problématique, ne serait-ce que pour nos propres salariés. Ça paraît évident, mais en réalité, quand on est dans l'action au quotidien en direction des autres femmes, on oublie parfois déjà de ce que nous, on peut faire en interne. Si maintenant on prend les dispositifs sur lesquels nous on travaille, le 3919, en 2020-21, vous avez peut-être suivi, il y a eu la bataille du marché public qui a été gagnée grâce à beaucoup de militantes qui sont aussi autour de la table. Le gouvernement de l'époque a décidé qu'il fallait passer en marché public la question de l'écoute des femmes, alors que c'est une ligne qui a été créée et gérée par la Fédération depuis plus de 30 ans, qui propose des principes d'intervention féministe. Donc ça veut dire qu'on accompagne les femmes à l'écoute. Et donc si demain le Front National arrive, nous on pense qu'effectivement ce sera sans doute pas le premier outil qu'il touchera, parce que ça reste un outil visible, mais on sait qu'à travers ce qu'on porte, à travers cette ligne dans l'écoute, de dire aux femmes on vous croit, qu'on leur laisse la temporalité et qu'il y ait des moyens humains importants qui soient mis là, on risque d'être touché. Notre deuxième dispositif important, ce sont les centres d'hébergement pour femmes victimes. Et là vous me voyez venir,
retenir, c'est d'abord la question de l'inconditionnalité de l'accueil des femmes. Et évidemment, avec toutes les politiques discriminatoires, racistes qui se mettent en place depuis plusieurs années, c'est pas nouveau en vrai. On le disait, l'extrême droite, ça fait plusieurs années qu'elle a posé les jalons de cette politique qui aujourd'hui finalement est portée pas forcément toujours par l'extrême droite. Et bien dans nos centres d'hébergement, on se rend compte que de plus en plus on nous met en place des dispositifs qui viseraient à ne plus faire un accueil universel des femmes. Et donc on a des résistances qui se mettent en place dans nos centres d'hébergement parce qu'on sait que ce sont d'abord les femmes étrangères qui vont être touchées. Et à quelle forme ça prend? C'est-à-dire vous vous dites, bon, comment, qu'est-ce qu'on va faire quand s'ils arrivent au pouvoir? Alors absolument, déjà c'est le changement de paradigme et donc de former déjà ne serait-ce que nos professionnels à devenir presque activistes de la question parce que c'est pas forcément toujours le cas. Donc il va falloir qu'on invente des outils d'éducation populaire pour pouvoir faire ce travail. Et concernant les dames elles-mêmes, eh bien c'est peut-être parfois sortir d'un peu de notre rôle de professionnels qui accueillons pour faire un peu de pédagogie et d'expliquer comment finalement on a des moyens pour pouvoir les accueillir et que si demain le Front National est au pouvoir, eh bien ça risque de changer. Et puis des commissions de travail où on réfléchit clairement, notamment sur la ruralité, de comment on peut trouver des moyens pour aller vers les femmes sans les mépriser, accueillir cette parole et voir comment on peut agir. Merci. Sarah Durocher pour le planning familial. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. C'est vrai que ce front est très fort, je le vois, et dans la salle aussi. Juste peut-être un petit peu pour dire quand même le contexte dans lequel le planning est. Je pense que c'est important dans le sens où, comme beaucoup d'associations, je parle du planning, mais pas que. Depuis 2 ans, on vit quand même une série d'attaques. Et à Strasbourg, par exemple, il y a eu des attaques envers le planning familial, que ça soit des mots, alors beaucoup sur l'avortement, sur les questions LGBTQIA+, mais aussi sur la question de l'éducation à la sexualité. Et j'en profite pour dire qu'actuellement, la question de l'éducation à la sexualité est très centrale et très importante. Mais ce qu'on voit, c'est que ces choses se répètent dans les différents pays, parce qu'on a une chance pas possible, c'est de créer des solidarités en Europe. Et ce qu'on voit, c'est que les choses se passent de la même manière. C'est pour ça que nous, on aime aussi regarder ce qui se passe, par exemple en Pologne, où on a vu qu'il y a eu un renversement via l'électorat des femmes. Et si on regarde les dernières élections, je ne sais pas vous, mais en tout cas sur les sujets concernant les droits sexuels et reproductifs, le droit des femmes et des minorités de genre, on ne se sentait pas tellement concernés. Et donc il y a vraiment une question qui se pose sur comment à un moment donné, nous, en tant qu'association qui recevons, on essayait de comptabiliser presque 1 400 000 personnes, je ne sais pas de quelle responsabilité en tout cas, et de se questionner de qu'est-ce qu'on peut faire, et peut-être de se dire qu'en effet, on a en tant qu'association aussi cette responsabilité de faire de l'éducation populaire, de débunker des fausses informations autour de l'éducation à la sexualité, puisque une des armes qu'a l'extrême droite sur nous, c'est la désinformation de manière régulière. Aujourd'hui, ils ont des médias qui diffusent évidemment un grand nombre. Nous, on a même des parlementaires. À un moment donné, c'était toutes les semaines des questions au gouvernement écrites ou orales pour enlever les financements du planning familial. Donc, on voit en tout cas que c'est assez pressant. En attendant, on leur a donné une belle défaite au mois de mars sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et je crois qu'il faut leur donner des défaites tout en s'outillant et peut-être aussi en se disant que il faut peut-être, la convergence des luttes en tout cas, et de se mettre dans un mouvement social, que les associations s'installent là-dedans. En tout cas, nous, le planning, c'est là-dedans qu'on a voulu aussi s'inscrire, en se disant qu'il faudra faire un front. Il va falloir qu'on apprenne les unes et des autres, puisque c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'a pas de plein de stéréotypes. Enfin, on n'est pas meilleur que les autres, les féministes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se questionner sur les questions de racisme, sur les questions évidemment d'anticapitalistes, sur les questions de classe aussi. Je pense que c'est des choses qui sont plus qu'essentielles. Et antivalidistes. Et antivalidistes, tout à fait. Et que bien évidemment que ces questions-là doivent se poser. Et je pense qu'il y a aussi la question de casser l'entre-soi. Moi, j'adore être avec vous, vraiment. Enfin, mais je pense qu'à un moment donné, c'est aussi se questionner, d'aller vers les personnes. Nous, je sais que par rapport au NFP, par exemple, le planning, c'est public, a appelé à voter NFP. C'était une question de survie. Ça veut dire que tout le monde nous disait, vous allez être la première cible, déjà qu'on était très attaqués. Ça a été une question de projet de société aussi, puisque c'est pas juste des féministes qui se battent contre l'extrême droite et contre la droite conservatrice. C'est des projets de société qui se confondent, et que bien évidemment, nous, on a appelé à ça. Et il y a eu une grande mobilisation, et on s'est dit, là, on a une part de responsabilité dans ce projet qu'on a envie d'inscrire et envie de défendre, en tout cas. Et bien évidemment, nous, on s'est dit, on va aller faire du porte-à-porte,
Il y a des associations départementales qui ont pris la possibilité de voter, enfin vraiment quelque chose autour d'une peur, d'une crainte, mais en même temps, ce qui s'est passé, ça a été aussi une grande déferlante de mobilisation, et on n'a pas perdu, on n'a pas gagné. En attendant, l'extrême droite est bien présente, et je pense qu'il faut aller regarder aussi ailleurs, dans d'autres pays, je pense à l'Amérique du Sud par exemple, ou à d'autres pays, de voir comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'au mois de juin, juste, on était à se dire qu'on avait encore 3 ans, on est passé de 3 semaines à 3 ans, mais on a vu la capacité de mobilisation que toutes et tous on a pu avoir. Merci. Clémence Pajot, casser l'entre-soi, sortir, aller vers les gens, ne pas les mépriser, aborder des sujets politiques, ce qui n'est pas dans la tradition ni dans la culture forcément des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Comment concrètement vous mettez ça en place dans votre organisation? Quelles questions se posent? Alors c'est vrai que pour nous, participer au mouvement Alerte Féministe, ça a été déjà un changement de culture complet. Nous on fait partie avec le planning Solidarité Femmes de ces vieux réseaux associatifs qui sont d'abord des associations de terrain qui accompagnent les femmes au quotidien, délivrent une information. C'est des centaines de milliers de personnes chaque année que l'on informe, donc à travers des actions de sensibilisation, d'information, mais aussi qu'on reçoit chez nous dans nos associations, avec vraiment pour mission de favoriser l'autonomie et l'émancipation des femmes. Donc ça passe par la délivrance d'une information et qui de plus en plus avec pour objectif d'aller justement vers les publics qui sont dans les femmes qui sont dans le non-recours au droit. Donc je disais participer à cette mobilisation, ça a déjà été un changement de culture énorme. Il a fallu aussi faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos professionnels, des militantes sur le terrain qui pensaient profondément qu'on était un réseau apolitique parce que apartisan. Donc déjà expliquer qu'être apartisan, ça n'est pas être apolitique, et que finalement notre action, elle s'inscrit dans un projet politique, un projet de changement de société. C'est tout un travail que l'on mène déjà depuis quelques années avec le réseau, et qui vise aussi à davantage prendre la parole dans le débat public, c'est-à-dire sortir de l'ombre pour contribuer justement à travers nos prises de position, à éclairer toute la société, mais aussi le politique et la société sur les conséquences qu'ont les politiques publiques pour les publics qu'on accompagne sur le terrain, et se faire finalement les porte-voix et les défenseuses de ces publics qu'on accompagne, qui sont en très grande majorité des femmes en grande difficulté, des femmes. Parmi les 150 000 femmes qu'on informe par an, il y a bien évidemment un très grand nombre de femmes qui votent à l'extrême droite ou qui ne votent pas du tout, qui pensent que la politique n'a aucune influence sur leur vie au quotidien. Et c'est là où on s'interroge, nous, aujourd'hui, sur la manière dont on pourrait finalement transformer notre action et notre manière d'agir de manière à partager avec elles le projet politique que l'on porte. C'est-à-dire que dans une action davantage d'éducation populaire, il y a cet enjeu de partager ce projet politique avec elles, de faire en sorte que, à travers notre action qui vise à renforcer leur autonomie, leur accès aux droits, leur pouvoir d'agir, elle puisse sortir de ce sentiment justement de délaissement, d'invisibilisation, de difficultés d'accès aux services publics. Enfin, c'est des choses très concrètes en fait qu'on fait avec elle, mais qui doit leur permettre justement d'être vraiment partie prenante de ce projet politique que l'on défend. Il y a aussi un enjeu de leur permettre de contribuer davantage, de participer aussi à nos associations, non pas en tant que bénéficiaire, mais en tant que dirigeante, en tant que militante. Donc c'est un changement complet de culture pour notre réseau. Je voudrais juste dire une deuxième chose rapidement, qu'on n'a pas abordé dans les risques qu'on a évoqués tout à l'heure, autour de si l'arrivée... Alors nous on le constate déjà sur le terrain, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans les collectivités territoriales, c'est tout de suite des baisses de subventions. C'est aussi des menaces et des pressions pour ne plus recevoir les femmes étrangères, les femmes migrantes, pour renoncer à l'accueil inconditionnel, qui est vraiment dans notre ADN, qui est notre principe d'action le plus fort. L'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, ce sera la disparition des politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, avec l'idée que finalement les violences ne sont exercées que par des hommes étrangers sur des femmes blanches. On le voit avec les prises de parole des associations comme Némésis,
et c'est vraiment la rhétorique de l'extrême droite, c'est aussi les prises de parole de Bardella, et derrière, on sait, ça se traduit par la suppression des politiques publiques et des dispositifs qui visent à accompagner et soutenir les femmes victimes de violences. La politique publique aujourd'hui en matière de lutte contre les violences et l'égalité femmes-hommes, enfin depuis 50 ans, elle repose sur nos associations féministes. Le risque, et que l'on voit déjà arriver et que l'on perçoit, c'est que les politiques publiques et les dispositifs de politique publique que l'on porte, c'est-à-dire l'éducation à la vie affective et sexuelle, la prise en charge des femmes victimes de violences, l'accompagnement des femmes vers l'emploi, va être, l'information des femmes sur le droit de la famille, va être très rapidement attribué à des associations qui défendent des projets anti-choix, des projets familialistes, des projets nationalistes, avec derrière de la désinformation et la promotion d'un modèle de famille hétérosexuel, traditionnaliste. Donc, et ça, c'est quelque chose, c'est demain. Enfin, c'est vraiment un risque que l'on perçoit déjà sur certains territoires. Merci beaucoup. Et j'ajoute, donc du coup, pour terminer sur toutes les trois, quelque chose qui apparaît en filigrane, c'est que vous avez des subventions publiques, c'est comme ça que c'est la majorité de vos revenus, d'où l'importance aussi des dons à faire pour vos trois associations, bien sûr, parce que c'est ça qui vous rend indépendante aussi des pressions des pouvoirs publics. Alors, on en est très loin aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'on l'a dit toutes les trois, on est très dépendante des subventions publiques, ouais. Et c'est vrai que c'est un changement de modèle économique, ça passe effectivement par le fait de faire appel aux collectes de dons et au grand public. Et au financement privé, parfois des entreprises qui posent aussi d'autres problèmes, mais c'est moins le sujet. Alors, merci beaucoup pour ces interventions. Sur ce que vous avez dit sur la récupération des thèmes féministes que sont les luttes contre les violences avec un agenda raciste, il y a un excellent article de Kautar Archid dans le magazine La Déferlante, dans la revue La Déferlante, à lire sur ce qu'on appelle le fémo-nationalisme. Vous avez parlé de la nécessité de l'éducation populaire. Il y a des associations qui le font, qui ont l'habitude de le faire, qui ont des techniques. Là, je me tourne vers vous, Sonia Barnat, puisque vous le faites pour l'association Front de Mer, qui est une association présente dans plusieurs quartiers populaires en France. D'ailleurs, il y a une antenne qui vient d'être créée à Strasbourg. Vous vous occupez de celle dans un quartier populaire à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement à quoi ressemble la résistance contre l'extrême droite? Comment vous faites de l'éducation populaire efficace dans vos quartiers? Bonjour à toutes et tous. Donc oui, merci pour l'invitation. Donc pour le Front de Mer, alors je vais juste préciser que le Front de Mer n'est pas une association, c'est un syndicat de parents. Et ça, je pense que c'est important de le poser là aussi en lien avec toutes les prises de parole et de position qu'on a évoquées. C'est que le Front de Mer, depuis sa création, moi je l'ai rejoint que assez récemment, mais c'est pour ça que je l'ai rejoint, c'est vraiment la question de l'articulation entre l'idéologie, c'est-à-dire que oui, au Front de Mer, on a une vision de la société, on a une vision du monde, et effectivement, elle se veut la plus féministe possible, antiraciste, antivalidiste, etc., sur la question des droits. Mais du coup, c'est aussi la déployer sur le terrain et d'être dans cette articulation entre des idées. Et on va lutter contre effectivement l'extrême droite, mais son idéologie. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, ça devient très poreux et que là, il n'y a plus besoin de l'extrême droite pour avoir complètement contaminé la vision du monde et du coup la légitimité différente des populations qui vivent en France. Enfin, juste hier, j'étais en Île-de-France sur la question de la laïcité à un séminaire et on voit bien comment à un moment donné la droite dite décomplexée, voire la gauche coloniale presque, sur ces questions d'égalité homme-femme, on voit bien effectivement la question du fémo-nationalisme. Donc en fait, sur le terrain, le Front de Mer, effectivement, on essaye d'articuler cette vision du monde et ce côté plaidoyer, évidemment, avec justement l'incarné. Et de l'éducation populaire, ça permet en fait d'avoir des actions
où les personnes en fait reprennent le pouvoir, parce qu'en fait elles ne sont pas sans pouvoir, elles ne sont pas sans idées, elles ne sont pas sans ressources, mais il y a des politiques publiques, précisément une organisation de la société qui les en a dépossédées, qui les a délégitimées dans tout un tas d'espaces. Et c'est vrai qu'on essaye au Front de Mer, à travers tout un tas d'actions, de reprendre ce pouvoir, d'avoir un avis, d'avoir une légitimité, d'occuper des espaces, et en tant que syndicat de parents, d'être dans les espaces où vivent nos enfants, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, se rendre compte que oui, on peut agir sur, avoir du pouvoir sur des décisions qui vont concerner leur santé, leur éducation, etc. Parce qu'on sait, donc je ne vais pas le redire, ça a été très bien dit par tout le monde, mais qu'effectivement les politiques publiques qui viennent de l'extrême droite, c'est des politiques publiques qui n'ont aucun scrupule à hiérarchiser la valeur des vies, et qu'effectivement quand on est un enfant des quartiers populaires, alors en plus, parce que voilà, par rapport à ce que disait tout à l'heure la camarade, c'est vrai que la question du handicap aussi, elle est surreprésentée dans les quartiers populaires. Enfin, on le sait, c'est les inégalités sociales de santé et d'éducation, elles sont là. Donc le Front de Mer, on essaye vraiment dans ces espaces-là d'allier à la fois les débats, la possibilité de prendre la parole et d'avoir une idée sur ce qu'on veut pour nos enfants, et en même temps l'incarner à travers des ateliers, par exemple, d'écologie populaire, parler de l'environnement concrètement, la cantine. Alors il y a eu l'action sur la cantine, mais pas que. Enfin là, on le voit au plus, le défenseur Quand vous parlez de la des droits. cantine, je redis juste, c'était l'idée d'avoir des menus végétariens à la cantine, Oui, par exemple. des menus végétariens à la cantine, enfin des choses qui soient respectueux de la santé des enfants, de la planète, etc. Là, j'ai vu que cette semaine est sorti par le défenseur des droits un rapport sur les questions d'inégalité environnementale. Donc voilà, là où plusieurs collectifs et Fatima Ouassak notamment en avait parlé, et là maintenant tout un tas aussi d'organisations des quartiers populaires implantés parlent de ces éléments-là, qu'effectivement l'air que les enfants respirent, les espaces auxquels dans lesquels ils grandissent, sont source d'inégalité pour eux, etc. Donc c'est vrai que c'est avoir des espaces pour parler de toutes ces conditions matérielles de vie qui croisent toutes les oppressions, et faire en sorte que collectif par collectif, on puisse ensemble agir et créer des rapports de force aussi très localement, là où on est. C'est vrai que j'ai aussi apprécié cette idée qu'on s'en rend compte, on est en silo, on lutte en silo, et c'est vrai qu'avec le Front de Mer, là où on est, alors il y a Strasbourg, il y a Rennes, il y a Bruxelles, il y a Paris, on essaye vraiment d'incarner cette intersectionnalité, c'est-à-dire que la question de la convergence des luttes, elle ne va pas pouvoir se faire juste effectivement dans des espaces de parole, et même si c'est important, et d'idées, mais il faut que concrètement, là je pense très concrètement, hier par exemple on parlait de la cantine à Saint-Denis, on a une camarade qui fait partie de l'Assemblée des quartiers populaires, dont le Front de Mer est aussi partie prenante, et où justement on essaye de faire aller ensemble tout un tas de collectifs, et par exemple ils se sont réunis plein de collectifs différents sur la question justement de la cantine à Saint-Denis, du périscolaire à Saint-Denis. Et c'est vrai que quand du coup, localement, il y a plusieurs collectifs qui peuvent porter ces causes-là, qui de toute façon rejoignent tout, en fait, les enfants, ils sont dans une globalité de leur santé, eh bien on voit bien comment les choses peuvent changer et comment on agit sur les enfants, mais on agit aussi sur les taux d'encadrement, par exemple, dans le périscolaire, c'est-à-dire les conditions de travail des femmes, et qu'on sait que c'est des femmes en situation de précarité, des quartiers populaires qui occupent les métiers les moins valorisés, etc. Et on se rend compte, lutte par lutte, question par question, quand on vient soutenir des camarades, des sœurs, des frères sur telle ou telle question, eh bien on se rend compte qu'à tirer des fils, en fait, tout concerne tout le monde. Et c'est vraiment une réappropriation du pouvoir politique au sens du terrain ancré et de sa légitimité à prendre part au monde. Merci beaucoup. Donc, bravo. Juliette Rousseau, partir du terrain, des problématiques rencontrées par les gens dans leur vie quotidienne pour parler de sujets de féminisme, pour lutter contre l'extrême droite. Vous êtes dans un tout autre territoire. Vous avez choisi, comme vous le racontez dans votre dernier livre Pecno, de rentrer là où vous avez grandi, de vivre dans cette zone très marquée par l'agro-industrie en Ille-et-Vilaine. Comment ça résonne avec votre expérience, avec ce que vous observez de comment ça se passe dans les zones rurales, ce que vient de dire Sonia Barnett? Alors déjà, l'idée de s'organiser à partir des territoires qui sont les nôtres, et notamment qui sont des territoires en fait, qui ont été historiquement construits dans une forme de marginalité. J'avais envie de rebondir d'abord sur ce qu'a dit Kautar Archi tout à l'heure, parce que ça me paraît hyper important quand on parle des territoires ruraux en France, de comprendre comment on a un enjeu autour de la façon dont ces territoires ont été construits dans l'imaginaire national,
comme des territoires blancs par essence et aussi comme des territoires masculins par essence. Moi, je viens d'un territoire qui est donc la Bretagne agro-industrielle, qui est marqué en fait par un régime extractiviste, on pourrait dire. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la nature du patriarcat, la nature des violences de genre dans ce territoire si on ne comprend pas la façon dont le territoire a été construit, à la fois dans les représentations et aussi en tant qu'outil d'extraction du point de vue économique. Juste, pardon, je vous coupe, mais pour le dire très concrètement, c'est un territoire dans lequel on est beaucoup intervenu, l'État est beaucoup intervenu avec le démembrement, donc a arraché toutes les haies, a fait en sorte que... Oui, c'est un territoire qui a été complètement abîmé par le remembrement, effectivement, et qui aujourd'hui ne vit pour ainsi dire que de l'agro-industrie. Des gros élevages bovins, des grosses cultures céréalières, voilà. Ce qui cause plein de problèmes sur la santé des habitants, sur leurs revenus. Les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent et en même temps, ils dépendent absolument de ces activités-là, quoi. Oui, et par ailleurs, c'est des activités dont tout le monde dépend. Ce n'est pas juste les gens qui vivent dans ces territoires. C'est-à-dire le capitalisme repose sur une forme de production alimentaire qui est une extraction dont la forme est celle qu'on connaît nous. Il me semble, je commence par la question des représentations parce que je pense que c'est très important de les affronter, ces représentations, parce qu'on voit bien quand on essaie d'agir politiquement contre l'extrême droite dans un territoire comme le mien, comment, encore une fois, la façon dont on a pendant très longtemps, et c'est pas juste l'extrême droite, mis en avant une idée complètement mythifiée d'une espèce de France éternelle, blanche, traditionnelle, fondamentalement réactionnaire, etc. C'est une construction politique. Cette construction politique qui, pour moi, a été portée très fortement par la droite et l'extrême droite, mais aussi flattée par la gauche, on ne va pas se mentir. Il faut la défaire aujourd'hui si on veut pouvoir agir à partir de ces territoires-là, qui ne sont absolument pas ça, qui sont aussi des territoires non blancs, qui sont aussi des territoires où vivent des femmes et des minorités de genre. Et donc, je pense que ça va de pair d'essayer de lutter sur la question des représentations, mais aussi de lutter pour les conditions concrètes des vies des personnes minorisées dans ces territoires. C'est ce qu'on a essayé de faire et j'avais juste envie de revenir sur l'exemple des législatives qui a été ce grand moment de mobilisation où pour moi c'était vraiment du point de vue, vu du territoire dans lequel je vis, il y avait vraiment ce fossé entre le discours public, et notamment le discours porté par la gauche des partis politiques à l'échelle nationale, et la réalité de ce qu'on vivait dans des territoires comme les nôtres, l'impression que nous, on était quand même un petit peu que ça prenait feu autour de nous, mais que c'était pas forcément pris tout à fait il n'y avait pas forcément de prise de conscience de l'enjeu de venir en fait réintégrer ces territoires dans le commun politique que la gauche fabrique et dans ses discours et dans ses actions. Et je vous donne un exemple très concret. Il n'y a pas eu un seul rassemblement pendant cette période de la campagne des législatives. Il n'y a pas eu un seul rassemblement national contre l'extrême droite dans une zone rurale. Et c'est un problème parce que je pense qu'on continue encore une fois de fabriquer ce message selon lequel, cette idée, selon laquelle dans les territoires qui sont les nôtres, finalement, on serait fondamentalement réactionnaire, on serait tout ce que j'ai dit. Par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Je crois que l'idée, c'était d'aborder aujourd'hui un peu les pistes pratiques. C'est ça, qu'est-ce que vous avez expérimenté, vous ? Oui. Donc, plusieurs choses. La première, c'est les espaces d'organisation qui sont ceux des villes ne sont pas ceux des territoires ruraux. Et je pense que là-dessus, on a aussi beaucoup en commun. Donc nous, quand je dis nous, c'est les gens avec qui on réfléchit, on s'organise dans différents territoires ruraux. Les conclusions auxquelles on est arrivé, c'est notamment que pour s'organiser, il fallait réinvestir ou investir plus honnêtement avec les valeurs qui sont les nôtres, les espaces d'organisation collective qui sont ceux des ruralités, que sont les amicales de parents d'élèves, que sont les clubs de sport, que sont tout ce qui continue à fabriquer une vie collective dans les territoires ruraux. Mais au-delà de ça, et c'est là que c'est un petit peu... On part de très très loin, il faut quand même bien le dire. Un autre exemple, tout bête, mais on parle souvent de la ruralité. La ruralité, ça n'existe pas. Et à chaque fois qu'on essaie de comprendre les réalités des territoires ruraux, on va aller chercher le travail d'un ou d'une sociologue et on va penser qu'il parle pour toute la France sans envisager les spécificités de ces territoires. Donc on part aussi du fait pour lutter, il faut comprendre quelles sont les conditions, encore une fois, comment nos territoires ont été construits, comment ils fonctionnent, etc. Donc déjà, un premier enjeu pour nous, donc on a monté un espèce de cycle de discussion, je vous invite à aller voir, on organise des webinaires de lutte contre l'extrême droite dans les territoires ruraux, avec notamment une organisation qui s'appelle Terre de lutte. Déjà comprendre ce que sont nos territoires, comment ils fonctionnent, et deuxièmement faire des retours, essayer d'organiser des retours sur nos pratiques de lutte qui sont en fait tout à fait en développement parce qu'encore une fois on part de très très loin. Et une dernière chose qui me paraît très importante à dire ici,
je me suis beaucoup posé la question personnellement sur qu'est-ce qui fait, comment démentir cette histoire selon laquelle les territoires ruraux seraient fondamentalement de droite. Et pourquoi est-ce que, moi quand j'essaie de changer les choses, je m'adresse plutôt à la gauche qu'à la droite, donc je réfléchis à pourquoi la gauche a renoncé à comprendre quelles étaient les spécificités de ces territoires, et notamment un des enjeux qui sont pour moi fondamentaux et qu'on retrouve partout, c'est pas juste en France, avec les territoires ruraux, c'est qu'il y a un héritage d'une logique de l'autonomie politique et de l'autonomie matérielle, qui n'est pas forcément comprise comme quelque chose de gauche et qui est pourtant fondamentale pour la gauche. Je m'explique. Là, on discute de l'horizon politique qui est celui de l'avènement de l'extrême droite au pouvoir. On peut discuter aussi du fait que, voilà, on l'a vu, comme on l'a vu, elle est déjà partiellement au pouvoir. Il y a un enjeu hyper important, et encore plus dans des territoires qui sont quand même, on va dire, assez isolés comme les nôtres, de penser les outils de l'autonomie politique et matérielle, notamment en termes d'autodéfense, pour les populations minorisées de ces espaces-là. Et je pense que là-dessus, et je finirai là-dessus, il faut qu'on comprenne qu'il y a des cultures spécifiques dans les territoires ruraux, notamment autour de ces enjeux d'autonomie, que la gauche doit reconvoquer comme étant les siens, comme faisant partie de son commun politique, et ne plus les laisser à l'extrême droite. Merci. Merci. Caroline Dehaas, vous avez fortement contribué à l'élan de mobilisation juste après, au moment de la campagne des législatives. Cette question de l'éducation populaire et de la mobilisation, ça vous passionne. Qu'est-ce que vous avez expérimenté qui fonctionne, qui est efficace? Qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne tous et toutes urgemment, là, si on veut lutter, y compris dans le public? Il y a plein de gens qui vivent dans plein d'endroits différents, qui sont à des différents postes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, pendant des années, j'ai pensé que notre tâche prioritaire, c'était de faire monter le niveau de conscience dans la société sur nos thématiques, que ce soit sur les questions féministes, sur les questions antiracistes, sur les questions de l'écologie, sur les questions des services publics. Charlotte Puiseux en parlait tout à l'heure sur l'hôpital, par exemple, et l'école. Et je me suis toujours dit, en fait, notre tâche, c'est de faire monter le niveau de conscience. Et c'est pour ça que moi, j'ai participé à des mouvements sociaux, de la formation, des pétitions, pour essayer de faire bouger les mentalités. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est plus suffisant. Il faut qu'on monte d'un cran, en fait, notre exigence. Et il ne faut pas seulement qu'on fasse monter le niveau de conscience, mais qu'on fasse de nos sujets des déterminants du vote. Aujourd'hui, l'écologie, par exemple, occupe une place dans l'espace public et dans les mentalités beaucoup plus importante qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Le niveau de conscience a bougé. Sur la question féministe, le niveau de conscience aujourd'hui... Moi, j'ai quand même fondé une asso il y a 15 ans qui s'appelait « Oser le féminisme ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne créerait une asso avec ce nom. On se dit, non, mais il n'y a plus besoin d'oser, tout le monde ose, il n'y a plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les mentalités, elles ont bougé très vite, en fait. Et ça, c'est super. Mais on n'a pas réussi, encore aujourd'hui, j'ai l'impression, à faire des questions féministes, des questions antiracistes, des questions écologiques ou des services publics un déterminant du vote. Et pour ça, moi, je vois 2 pistes. Le premier, c'est de politiser nos luttes. Et donc de ne pas considérer que nos luttes sont des luttes neutres. Et ça, j'ai trouvé qu'en juin, quand le planning familial a ouvert le bal avec la CGT, en appelant à voter pour l'union de la gauche, je me suis dit, waouh, il se passe un truc là, et c'est génial. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous, on doit assumer en fait que nos luttes sont profondément politiques et refuser, résultat, de servir la soupe ou de discuter ou de faire des compromis avec des personnes qui ouvrent la voie à l'extrême droite et qui mènent de fait déjà aujourd'hui, ça a été dit, des politiques racistes ou antisociales. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'on pourrait travailler à identifier dans nos champs, dans nos secteurs d'activité, dans nos engagements militants, des revendications sur lesquelles l'extrême droite ne pourra pas venir nous chercher, ne pourra pas nous la faire à l'envers. Ils essayeront, mais ils n'y arriveront pas. Et des revendications qu'on va transformer justement en déterminants du vote. C'est-à-dire qu'au moment où les personnes seront dans l'isoloir et devront décider pour qui ils votent, ou dans les 2 semaines qui précèdent ou 3 semaines qui précèdent, on aura créé des déterminants tellement forts sur les services publics, sur le féminisme, sur la lutte contre le racisme, sur la lutte contre le validisme. On aura créé, ou sur l'écologie, des déterminants tellement forts qu'ils ne pourront pas voter pour des partis antiféministes, des partis racistes, etc. Et là où je suis optimiste, c'est que sur cette question de politiser nos luttes, moi j'ai vécu en juin
pour la première fois de ma vie militante, qui quand même commence à être un peu, voilà, une vingtaine d'années, une bascule dans le politique de plein de gens qui, une semaine avant, auraient dit « Ah non, moi, la politique, non. Non, 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 moi, je suis indépendant, je suis apolitique, je suis apartisan. » Et genre là, on a vu un déferlement de gens qui se sont mis à faire du porte-à-porte pour la politique. Alors que je pense qu'un mois avant, jamais ils se seraient dit qu'ils faisaient ça. Et donc pour moi, ça c'est source de beaucoup d'optimisme, parce que je pense qu'on a fait un truc, il y a un effet cliquet. Ces personnes-là, toutes les personnes qui se sont engagées en juin, ne pourront plus jamais dire qu'elles ne font pas de politique. Voyez, et donc elles vont, lors des prochaines campagnes qui arriveront, se réengager. Alors évidemment, ça c'est le verre à moitié plein. Quand on voit à quel point le vote a été piétiné par le président de la République et qu'il a de fait délibérément et consciemment fait monter l'extrême droite dans notre pays, quand on piétine un vote comme ça, c'est un boulevard pour l'extrême droite. Et il le sait forcément. Il le sait. Donc délibérément et volontairement, notre président de la République prépare l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Et donc évidemment, ça a verre à moitié vide, parce que c'est franchement sacrément déprimant. Et donc quand j'ai des petits moments de mou, ce que je fais quand même, c'est que je ferme les yeux, fermez les yeux, et remettez-vous où vous étiez quand vous avez appris le 7 juillet qu'on avait déjoué les sondages. Moi, ça faisait depuis 18h30 que je savais qu'on allait déjouer les sondages. Mais en fait, j'y croyais pas. J'étais là, non, mais c'est pas possible. Je regardais les messages sur les boucles WhatsApp et tout ça. Et donc, j'ai attendu. D'habitude, pendant les élections, j'ai les résultats un peu avant, parce qu'il y a les premiers sondages qui sortent et tout ça. Et moi, à 20h, je suis pas devant la télé. Je suis en train déjà de préparer les communiqués de presse, la riposte et tout ça. Et là, j'y croyais tellement pas que j'ai attendu 20h. Et j'ai attendu que sur l'écran du 20h s'affiche qu'on avait déjoué les sondages. Vous vous rappelez du moment où vous avez appris ça? Ouais. C'est vrai que c'était doux. Non, mais c'est vrai que c'était agréable. Mais c'était dingue. Attendez, parce que c'est vrai, c'était sympa. Mais qu'est-ce que concrètement qu'est-ce qui a été utile comme outil et qu'est-ce qu'on devrait commencer à réinvestir dès maintenant? Est-ce qu'il faut aller se mettre à faire beaucoup de chaînes TikTok? Est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte dès maintenant quotidiennement? Est-ce qu'il faut, pour tous les gens là qui sont dans la salle, où est-ce qu'ils peuvent se battre? Comment ils peuvent se mettre en action dès maintenant? Alors, tu dis, ouais, c'était sympa, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi je parle du 7 juillet au soir? Parce que pour moi, la question de l'optimisme et la joie, c'est un outil fondamental de la lutte. On est d'accord. Tu vois? C'est-à-dire que quand vous avez un coup de mou, quand vous n'y croyez plus, quand vous vous dites tout ça, ça sert à rien, remettez-vous le 7 juillet au soir. Et dites-vous, en fait, on l'a fait. On a déjoué les sondages. Et comment on a fait? On est allé parler à des gens. On s'est engagé dans des collectifs et on est allé parler à des gens. Donc là, vous avez plein d'assauts, plein de collectifs. Vous allez les voir dans les stands, vous donnez votre mail. S'ils sont bien organisés, normalement, ils vous écrivent tout de suite. Et vous allez à une réunion et vous participez à des activités. Je ne sais pas combien il y a de stands associatifs dehors, il y en a au moins 15-20. Laissez votre mail dans 3 ou 4 et là, vous allez avoir de quoi faire. Merci beaucoup. Juste peut-être, Rokhaya Diallo, on a dit là qu'il faut aller parler à des gens, affronter des gens avec qui aussi on n'est pas d'accord. Vous, c'est ce que vous faites depuis des années, notamment sur les plateaux télévisés, avec oui, un courage qui force notre admiration à toutes. Et la position que vous avez choisie, en fait, elle est particulière, elle n'est pas partagée par toutes, puisque vous coltez en fait à des discours racistes, à des discours ouvertement hostiles, là où il y avait cette idée qu'il fallait un cordon sanitaire contre l'extrême droite, et donc on ne parlait pas à l'extrême droite, on ne discute pas avec, on la combat, etc. Donc c'est des phrases très enthousiasmantes, c'est vrai, mais du coup là concrètement, comme ils deviennent de plus en plus nombreux, ça commence à être difficile de les éviter, étant donné que des gens d'extrême droite, beaucoup de gens en ont dans les familles, dans les amis, au bureau, etc., etc. Donc je voudrais brièvement juste aborder cette question de comment on fait face à ça, quelle technique, quelle attitude.
Bon, déjà, merci beaucoup. C'est ça fait vraiment chaud au cœur de vous entendre réagir de cette manière-là à mes interventions. Pour faire un petit historique, j'ai commencé à débattre il y a à peu près une quinzaine d'années, et je dois dire que vous m'entendez mieux, entre le moment où j'ai commencé à intervenir dans l'espace public et dans les débats politiques et aujourd'hui, il y a vraiment une évolution extrêmement importante de la place des personnes d'extrême droite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y en avait quelques-uns déjà qui commençaient à asseoir une certaine notoriété dans l'espace public et une régularité de présence sur les plateaux de télévision. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire un plateau sans qu'il y ait un représentant, une représentante de l'extrême droite. Et dans la majorité des plateaux que je fais, je suis la seule personne de gauche, en fait, en tout cas qui incarne une gauche féministe, antiraciste, et qui n'est pas une droite déguisée en gauche. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Du coup, c'est compliqué, c'est une question compliquée parce que quand on décide d'aller arpenter ce type d'espace, on se demande dans quelle mesure on ne joue pas le jeu d'un système qui se justifie par notre présence. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà entendu, il y a très très longtemps, à l'époque où Éric Zemmour était sur une radio sur laquelle j'étais, le patron de la radio dire « Attendez, on n'est pas raciste, il y a Rokhaya Diallo ». Et c'est vrai que c'est pas hyper agréable d'être l'alibi qui permet de justifier la présence d'un chroniqueur qui en plus avait une place sur cette antenne beaucoup plus importante que la mienne. C'est-à-dire qu'il avait une chronique alors que moi j'étais dans des débats, donc dans un système de contradiction permanente. Et en même temps, tu as commencé ta question en me disant tu parles à des gens d'extrême droite. En fait, parler à quelqu'un, c'est parler quand on est dans un espace privé où on est face à face tous les deux. Il se trouve que quand je m'exprime en contradiction avec ces personnes, je suis aussi dans un espace où il y a des personnes qui nous voient, notamment à la télévision. Et j'ai tendance plutôt à penser que dans ces espaces-là, déjà j'essaie d'occuper l'espace pour assurer une forme de contradiction à un discours qui devient dominant. Et puis j'essaie surtout de parler aux gens qui nous regardent. Et après, il y a deux types de personnes que je cible dans mon imaginaire. Déjà, je pense à moi. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, j'étais vraiment le type de personne qui regardait les débats chez elle et qui répondait dans son salon aux gens d'une manière très énervée. Vous parliez à la télévision ? Exactement, je parlais à la télévision, j'étais super énervée de ne pas voir mon point de vue représenté. Donc j'imagine que ces gens-là existent au-delà de moi, et donc ce sont des personnes à qui je parle aujourd'hui, et donc j'espère qu'elles se reconnaissent dans ce que je dis, et s'il y a des personnes qui sont un peu soulagées par mes interventions, c'est aussi pour elles que je suis là, parce que je trouve que c'est important, même pour le moral, de se dire que en fait tout n'est pas perdu, et que, y compris dans ces espaces-là, il y a des personnes qui peuvent partager nos pensées, et qui peuvent aussi venir dire face à une personne d'extrême droite, en fait votre parti est raciste, parce qu'en fait ce sont des choses qu'on n'entend plus. Je veux dire, comment dire, en tout cas, la défaite dans la bataille, elle est aussi dans la manière dont on les caractérise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit à une personne d'extrême droite que son parti est raciste et a été fondé par des nazis, c'est presque scandaleux, en fait, alors que c'est factuel. C'est pas, je veux dire, je n'invente rien dans ces cas-là. Donc, pouvoir le dire, c'est important. Et puis après, pouvoir informer. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, mon rôle, quand je vais dans ces espaces-là, c'est aussi de fournir des informations qui permettent aux personnes qui nous regardent de se forger une opinion. Donc, c'est aussi dans cette optique que j'y vais. Mais je comprends qu'on n'y aille pas parce que c'est pas forcément agréable, que ça génère un harcèlement incroyable sur les réseaux sociaux, ça entraîne aussi des procès, moi j'en ai eu 3 cette année, donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir du temps, des ressources mentales, des ressources matérielles pour assurer sa défense. Et puis c'est aussi une question de personnalité. Moi j'aime bien la bagarre, enfin franchement je pense que je suis assez bagarreuse de nature, donc je pense que c'est aussi conforme à mon type de personnalité que d'aller me confronter à des personnes qui sont en contradiction et puis de vraiment batailler argument sur argument. Mais pour moi c'est une partie de la stratégie, c'est-à-dire que moi j'ai cette place dans une stratégie qui est une stratégie collective, mais qui est beaucoup plus vaste que ma seule présence sur un plateau où il y a un député du RN ou un éditorialiste de Valeurs Actuelles. Mais je pense que c'est une option. C'est une option qu'on peut discuter et que je comprends complètement la discussion idéologique, mais moi, c'est l'endroit où je me sens utile et où je me sens capable d'apporter quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Le temps file évidemment et il y a 2 questions que je voulais qu'on doit vraiment aborder. D'abord, c'est comment on se bat au niveau européen. Et avant cela, sur
la question de savoir s'il faut, en tant que féministe, concentrer uniquement sur des sujets strictement féministes, je pense que vous avez commencé à y répondre, c'est-à-dire que l'avancée de l'extrême droite, elle prospère aussi, comme on l'a vu aux États-Unis, sur des failles sociales, sur des failles notamment d'inégalité économique, sur le fait que les services publics disparaissent, et que pour plein de gens, même si ça paraît très subversif de leur dire en fait le parti auquel tu crois a été fondé par des nazis et racistes, il y a aussi plein de gens qui n'en ont rien à faire en fait. Vraiment, ça n'est pas un argument qui les touche. On a beau leur expliquer pour tous les droits des personnes qui sont attaquées, ça n'est pas ça qui les intéresse. En réalité, ce qu'ils voient surtout, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, ils se sentent floués, ils sont très en colère, ils n'ont pas accès aux services publics, etc. Kautar Archi, vous avez évoqué quand on a préparé cette discussion que face à cela, peut-être il est temps de réhabiliter un féminisme et de défendre un féminisme qui s'empare très frontalement de ces questions-là et non plus uniquement des questions strictement féministes. Est-ce que vous pouvez développer cette idée, s'il vous plaît ? Oui, je pense que c'est effectivement important de considérer que si le sujet politique du féminisme est le sujet féminin, à l'heure actuelle, ce n'est plus suffisant. Je pense que c'est extrêmement important de poser aussi la question à une échelle transnationale, c'est-à-dire aussi de poser par exemple la question de l'impérialisme et la manière dont l'impérialisme tue, assassine à la fois des femmes, mais aussi des minorités de genre, mais aussi d'autres populations qui sont victimes de cet impérialisme. Et les hommes sont aussi victimes de l'impérialisme. Donc il y a quelque chose qui, à mon sens, doit être je ne dirais pas davantage complexifié, mais en tout cas, il faut accepter aussi que l'histoire du féminisme en Occident est une histoire très particulière, que c'est en aucun cas une histoire universelle, et que faire solidarité, que s'intéresser à la situation des femmes afghanes, que s'intéresser à la situation des femmes iraniennes, que témoigner notre solidarité et envoyer toutes nos pensées de soutien aux femmes palestiniennes qui actuellement sont victimes d'un génocide colonial depuis maintenant des jours qu'on ne compte plus, avec des morts, des enfants, des femmes qu'on ne compte plus non plus, c'est extrêmement important. Donc il me semble que c'est nécessaire de rappeler que le féminisme est une perspective de lutte qui rencontre nécessairement sur son chemin toutes les autres luttes. Et l'approche trop segmentée ou l'approche trop sectorialisée ou l'approche trop nationalisée, c'est un problème. C'est un problème parce que d'une certaine manière, ça rétablit des frontières qui sont des frontières emprisonnantes, qui sont des frontières qui limitent l'action. Donc même si évidemment pour les femmes afghanes, pour les femmes iraniennes, pour les femmes palestiniennes, notre marge de manœuvre est extrêmement limitée, il n'en demeure pas moins qu'en parlant, en citer ces luttes-là, citer le génocide colonial est extrêmement important et participe d'une politique d'amour, d'une politique de résistance à la mort et d'une politique de résistance à tous les régimes qui, sur cette terre, propagent la mort au nom d'ailleurs de la défense des droits des femmes, au nom d'ailleurs de la défense de la démocratie, au nom de la défense de certains territoires, certains environnements, etc. Donc il y a à la fois une démarche féministe qui est celle qui a très brillamment été ici décrite. Il y a aussi toute la question du féminisme impérial. Il y a toute la question de ce qu'on appelle le féminisme ou le fémo-nationalisme, c'est-à-dire toutes ces politiques qui sont mises en œuvre par les gouvernements occidentaux, qui croisent très largement des programmes anti-migrants, voire anti-islam, et parfois les choses sont bien évidemment liées, et qui amènent à faire une division, à diviser par exemple le groupe des populations racisées entre les mauvais hommes et les bonnes femmes. Donc on accepte entre guillemets que les femmes afghanes pénètrent les frontières, on accepte de les accueillir. Par contre, les hommes, eux, ils peuvent mourir sous les bombes, ils peuvent mourir de faim, ils peuvent mourir en mer, etc. Ça, d'un point de vue féministe, c'est inacceptable. Parce que ces femmes-là, elles ont aussi droit d'avoir des relations avec leur père, elles ont aussi droit d'avoir des relations avec leurs frères, elles ont aussi droit de faire famille. Donc on ne peut pas fermer les yeux ou accepter ou demeurer silencieux quand les politiques dites féministes sont des politiques qui posent d'emblée la question
des femmes racisées, des femmes migrantes, en invisibilisant le reste de leur existence. Merci. Merci. Pour la question de se battre au niveau européen, Sarah Durocher, est-ce que vous voulez bien dire un mot de là des mouvements qui se mettent en place au niveau européen, notamment pour que l'avortement soit garanti à toutes les femmes européennes et aux autres actions que vous menez au niveau européen, très brièvement, s'il vous plaît. Non, peut-être, en effet, ce qu'on voit, c'est que la montée de l'extrême droite en Europe, une des choses, c'est d'attaquer les droits sexuels et reproductifs et les droits des personnes LGBTQIA+, dont la question du droit à l'avortement, bien évidemment. Juste, l'extrême droite arrive au pouvoir en France, il n'y a pas d'exception à la française, que le droit à l'avortement ne serait pas attaqué, que les droits sexuels et reproductifs ne seraient pas attaqués, que les minorités ne seraient pas attaquées. Juste, je le dis parce qu'on l'a répété quand on a fait du plaidoyer sur la constitutionnalisation. Peut-être juste dire en effet qu'il y a une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Ma voix, mon choix. Il y a un stand juste quand vous sortez. C'est une initiative juste qui permet en fait en Europe, il y a 20 millions de femmes qui n'ont pas accès à l'avortement et l'objectif c'est de faire en sorte que les femmes qui n'ont pas accès parce que c'est pas légal, parce que c'est compliqué. Moi je reviens d'Italie par exemple où on voit comment l'accès est presque impossible. Je ne vous parle pas de la Pologne, je ne vous parle pas même de l'Allemagne où on n'a on ne se rend pas compte de la situation sur l'accès à l'avortement. Et donc il y a cette initiative qui a été lancée. C'est simple, vous allez sur le site Ma Voix, Mon Choix, vous signez, faites signer autour de vous. Je pense que ça serait une victoire qui serait fondamentale et nécessaire et importante. Encore une fois, il faut donner des défaites, il faut avoir des victoires. Et juste peut-être aussi dire que la question aussi, c'est des solidarités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des féministes, on n'en parle pas, les féministes peuvent vivre du harcèlement, peuvent vivre des attaques régulières, c'est le cas en France, mais il y a des femmes qui sont condamnées aujourd'hui, par exemple, pour donner une simple information sur les questions d'avortement. Je parle en Andorre, par exemple, ou en Pologne, où on voit des féministes activistes qui ont des procès à rallonge. Donc il faut qu'on crée ces solidarités-là, et aussi qu'on en parle en France, dans les journaux, dans les médias. Nous, la chance qu'on a eue quand il y a eu la constitutionnalisation, c'est que tous les médias du monde venaient nous voir, et donc bien évidemment que nous, on en parlait, mais on parlait aussi, c'était des espèces d'échanges, de dire, là, moi, je reviens d'Italie, dès que j'ai l'occasion de parler des médias, de la situation de l'avortement, on va en parler et que ça soit un vrai sujet qui soit saisi. Merci beaucoup. Charlotte Puiseux, juste parce que vous soutenez aussi avec votre organisation, les Dévalideuses, évidemment, cette initiative. Vous rappelez aussi souvent que... est-ce que Charlotte est toujours avec nous? Oui, vous rappelez aussi que la question des droits reproductifs pour les personnes handi, c'est aussi le droit de faire famille, le droit de se battre contre la stérilisation forcée qui existe encore beaucoup en Union européenne. Juste, est-ce que vous voulez dire un mot sur le réseau que vous êtes en train de créer au niveau européen, vraiment en une minute, s'il vous plaît? Oui, je pense qu'en effet, c'est essentiel que les collectifs de personnes concernées se mettent en lien au niveau européen. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, des valideuses. Donc d'ailleurs, si ça intéresse les personnes, il y a une membre des Dévalideuses, normalement, Laetitia Rebord, qui est dans le public. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur le collectif, n'hésitez pas à aller la voir. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment du coup de faire prendre en compte les luttes antivalidistes dans tous les mouvements, et y compris féministes surtout du coup, parce que en fait notre collectif, il est né d'un constat, c'est que notamment sur la question centrale des VSS, les personnes sexisées, handicapées étaient les plus victimes de ces VSS, et pourtant aucune revendication n'était portée lors des manifestations du 25 novembre. Donc il y avait vraiment une faille énorme entre une réalité et ce qui se faisait dans le mouvement féministe. Donc le collectif, il est né de ce constat déjà. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de porter cette voix spécifique des personnes sexisées, handicapées, et de mettre du coup les questions antivalidistes à l'ordre de l'agenda politique.
et vraiment de les inclure dans tous les mouvements militants, parce qu'en fait, les personnes handicapées, elles sont partout, comme on l'a évoqué, que ce soit bien sûr dans le milieu féministe, mais aussi dans le mouvement antiraciste, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les personnes racisées sont les premières victimes de violences policières qui engendrent bon nombre de handicaps, mais aussi vivent des conditions, comme l'a évoqué ma collègue, très délétères qui impactent leur santé, sur leur milieu de vie, sur un travail précaire, donc qui engendrent aussi bon nombre de handicaps, mais aussi avec les luttes queer, où voilà, les personnes trans, intersexes, avec cette lutte pour la réappropriation de son corps au niveau médical, où bon nombre d'idées d'extrême droite s'infiltrent aussi sur la façon dont comment on doit habiter nos corps. Il y a aussi beaucoup de points communs entre ces luttes-là et les luttes antivalidistes. Donc c'est vraiment essentiel. Et du coup, oui, comme tu disais, Victoire, nous on participe à la campagne Ma Voix, Mon Choix, parce que bien sûr, on se bat pour un accès libre et gratuit à l'IVG, mais aussi parce qu'on veut encore une fois porter la voix spécifique des personnes sexuellement handicapées, dont le problème n'est pas seulement l'accès à l'IVG, mais aussi tout simplement l'accès à la vie sexuelle, à la contraception, à la parentalité. Comme tu le disais, il y a encore aujourd'hui en France l'imposition des stérilisations, donc des stérilisations forcées dans les centres médico-sociaux, sans consentement libre et éclairé de la part des personnes qui subissent ces stérilisations. Donc c'est ni plus ni moins de l'eugénisme sous couvert de paternalisme. Donc il y a vraiment un enjeu spécifique aux personnes handicapées dans cette campagne. Et aussi, je pense que c'est important quand même d'expliquer au niveau européen qu'il y a l'ENID, European Network for Independent Living. Donc il y a un autre réseau européen de personnes handicapées qui là justement est spécifique sur les questions de désinstitutionnalisation et qui est vraiment un réseau hyper important à mettre en lumière. Et du coup, voilà, auquel on participe aussi au débat dessus. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Écoutez, je suis vraiment désolée, on arrive à la fin. Peut-être on va prendre la place de une ou deux dernières interventions. Très très bref, si vous pensez qu'il y a un truc qui devait absolument être dit que vous n'avez pas du tout dit, c'est le moment, mais vraiment en 30 secondes. Je veux juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais sur les territoires. Il y a les territoires qui n'ont pas été mentionnés, qui sont issus de l'histoire coloniale française, qui sont les territoires d'outre-mer, dans lesquels l'extrême droite fait des scores absolument effrayants. Notamment à Mayotte, où vraiment, du fait de la division entre Mayotte et le reste des Comores, et le fait qu'on a constitué en fait les Comoriens comme des corps étrangers, eh bien, il y a un rejet, une xénophobie sur laquelle surfe Marine Le Pen. Et le fait que ces territoires soient délaissés, soient empoisonnés, je pense qu'on peut parler rapidement du scandale du chlordécone, mais aussi de l'épandage aérien qui a eu lieu en Guyane et dans les Caraïbes. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir à ce à quoi on réfléchit aujourd'hui sans penser à tous ces territoires qui ont des histoires diverses, mais qui doivent vraiment être inclus prioritairement dans nos réflexions. Voilà. Merci. Une intervention, Sandra. Alors, Sonia, Sandra et après. Justement, du coup, moi je voulais faire juste le rapprochement et puis revenir sur cette question du droit, parce qu'on le voit à l'échelle nationale comme on le voit à l'échelle internationale. C'est vraiment la question de l'attaque des droits et qui se fait. Alors on a l'impression que ça va se faire de manière extrêmement massive et c'est probablement une réalité avec l'extrême droite, mais on voit bien qu'il y a un glissement là sur la question des droits, les mêmes pour toutes et tous, qu'il s'agisse des enfants, des femmes, des personnes vivant avec des limitations, etc. On voit bien que c'est quelque chose, il faut se battre concrètement pour les droits là où c'est possible et dire que par exemple être féministe, c'est être antiraciste, c'est être aussi pour la défense des services publics, parce qu'on sait qu'on en a besoin. La question de l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, c'est des choses où en fait on ne peut pas effectivement juste se dire, c'est pas juste une question de genre, mais c'est bien la place qui est faite aux femmes. Et à l'échelle internationale, je me permets juste de dire qu'il y a aussi des modalités de solidarité concrètes. Je crois que c'est ça dont il s'agit, c'est que quand on est une femme, on est situé dans la société et on se rend compte que la solidarité, c'est vraiment la chose qui doit se faire très concrètement
très proche, mais aussi très loin. Et juste par rapport du coup aux femmes palestiniennes et aux enfants palestiniens, je me permets de juste dire ici qu'il y a un élément très concret. Là aussi, on est dans les idées, mais concrètement, il y a des actions qui sont faites et qui sont là soutenues par des artistes et par des personnalités. L'éducation pour Gaza, ça s'appelle Education for Gaza. Et concrètement, c'est que les mères et les pères palestiniens, malgré toute l'hostilité et toute l'adversité auxquelles ils font face, la mort quotidienne, ils continuent à monter des tentes et à faire de l'éducation pour leurs enfants. Donc ici, vous pouvez participer d'une manière ou d'une autre. Je vous encourage à aller voir cet élan de solidarité qui fait que voilà, on fait société. Merci. Merci. C'était sûr. Peut-être chacune, sur une action, quelque chose de très très pragmatique. C'était sûr qu'on allait dépasser. Hein, mais non, et juste parce qu'on voulait parler aussi un peu des solutions. Et du coup, on pense qu'il n'y a pas de fatalité sur le constat qu'on a dressé sur la crise des inégalités et la montée de l'extrême droite. Et c'est pour ça que nous, on a poussé un manifeste fiscal. Et voilà, une des réponses, une des solutions, c'est porter collectivement les questions de justice sociale, justice fiscale. Je ne vais pas vous faire les 16 propositions là, vu que j'ai 30 secondes. Mais en tout cas, je vous invite à le voir sur notre site internet. Mais on a quand même calculé qu'avec des mesures très concrètes, on pourrait lever 100 milliards par an pour justement mettre en place des politiques publiques qui luttent contre les inégalités, qui essayent d'endiguer la montée de l'extrême droite et qui accessoirement financeraient 2,6 milliards, enfin j'ai oublié, là je suis stressée, sur les violences faites aux femmes, qui financeraient des politiques publiques féministes, la création d'un service public de la petite enfance, les congés parentaux et aussi la solidarité internationale, parce qu'on en a parlé. Il faut aussi, on est en train de couper drastiquement aujourd'hui les financements qui servent à soutenir les organisations féministes du Sud global qui sont aussi en première ligne pour lutter contre les violences. Merci. Merci Sandra, merci beaucoup. Et vous deux, et c'est bon ? Non, moi, je voudrais reparler de la grève féministe. On a parlé de s'inspirer de ce qui se passe au niveau européen. Oui. Et c'est vrai qu'on s'interroge régulièrement dans nos réunions entre militantes féministes. Comment est-ce qu'on arrive à créer cet énorme mouvement social qui part de la base et qui qui bloque le pays, en fait. Comment montrer que dans notre pays, sans les femmes, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et je pense que pour arriver à mobiliser justement ce mouvement social et qu'il parte de la base, il faut qu'on arrive à parler justement, je rebondis sur vos prises de position, de montrer que le projet féministe, c'est un projet qui transforme le quotidien des femmes et qui fait écho avec toutes les difficultés qu'elles se coltinent au quotidien, toutes les discriminations qu'elles subissent, l'absence de liberté qu'elles ont, l'absence d'autonomie et un projet d'émancipation, mais qui fait vraiment écho à leur quotidien et à leurs difficultés quotidiennes. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en allant justement au-devant des femmes et des mouvements sociaux qui existent. Je veux dire, il y a eu les Gilets jaunes, il y a ces grèves, ces mouvements sociaux dans les Outre-mer que tu viens d'évoquer. Comment est-ce qu'on arrive à cette convergence de lutte pour montrer que finalement, la réponse à ces mouvements sociaux, c'est un projet féministe ? J'ai pas la réponse encore. Super. Très bien. Et mot de la fin, Miné Goumbay. Ouais. Oui, alors peut-être dans la dimension pensée globale, agir local, je vais parler en tant que strasbourgeoise quand même, parce qu'entre 2014 et 2020, il ne faut pas oublier que dans cette ville, l'extrême droite était au conseil municipal et à toutes les libérations qu'on portait sur la question des associations féministes LGBT, des droits des étrangers, les attaques étaient systématiques. Et les leaders de l'époque sont aujourd'hui les personnes qui trouvent les fonds pour les campagnes de Marine Le Pen en lien avec la Russie. Donc je pense que c'est important de repartir de ce qui se passe au local. Strasbourg peut lutter aujourd'hui contre cela parce qu'il y a des politiques de lutte contre les inégalités sociales. Et si on pense plus global, quand même, pour avoir passé quelques années en Argentine et puis un petit peu en Espagne, je crois que si le projet féministe est un projet d'une utopie concrète, tant qu'on n'aura pas lutté contre les inégalités sociales, on n'y arrivera pas, parce que l'Argentine était fer de lance du féminisme dans le monde, je vais le dire comme ça, et le soir où Milei a été élu, ça a été la sidération complète. Et je crois que ce que les Argentins et les Argentines ont dit, c'est que si on ne peut pas manger, eh bien le projet féministe reste une utopie qui devient trop abstraite. Merci, merci beaucoup. Merci à chacune d'entre vous, merci. Je propose que pour terminer, on chante, car ça nous ferait du bien, celles qui veulent. Sarah et d'autres. C'était aussi une idée qu'on avait. En fait,
Non, moi je vais le faire aussi. C'est quelque chose que je vous propose car c'est sûr que pour faire front face à l'extrême droite, on va passer beaucoup de temps en manifestation et dans la rue. C'est donc important de connaître quelques chansons. Et je vous propose juste de chanter Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes et en colère. Je vous donne le la, ça fait Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Merci beaucoup, merci à vous toutes. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est à la fois une façon super vivifiante de terminer, une répétition pour le karaoké de 16h30. Alors, ne partez pas, ne quittez pas la salle, ne quittez pas la salle. Ne quittez pas la salle, s'il vous plaît. Nous avons une conclusion qui arrive, qui va être donc présentée par la sénatrice Mélanie Vogel. Voilà. J'ai pas dit bien ? J'ai tout bien dit, ok. Donc je vous invite à monter. Ça veut dire que la pause déjeuner, y attendez un peu, sera un petit peu plus courte. Ne prenez pas d'assaut pour autant les food trucks, parce que voilà. Donc Mélanie, je vous laisse la parole. 10 minutes. Merci. Je ne vais pas prendre 10 minutes, parce que j'ai conscience que là, c'est terrible comme moment pour faire une conclusion. Après la chanson et l'espoir que vous alliez pouvoir aller manger, je suis désolée. Donc je vais faire rapidement. On m'a demandé de conclure cette table ronde, ce qui n'est pas évident après 11 interventions d'une grande qualité et diverses. Et je voulais juste conclure en disant 2 choses principalement. La première, c'est que, et l'ensemble des interventions n'ont fait que conforter cette conviction, les féministes unies sont l'antidote contre l'extrême droite. Parce que le féminisme, qui est au fond cette idée radicale qu'il n'y a pas que des hommes blancs, cis et hétéros qui sont des êtres humains, cette idée radicale, c'est l'idée que l'extrême droite déteste. Et c'est pour ça que les femmes et les minorités en général sont les cibles de l'extrême droite. Et c'est pour ça que le fascisme est la cible du féminisme. C'est pour ça que les féministes sont toutes antifascistes. Orban, Bolsonaro, Poutine, Wilders, Abascal, Milei détestent tous les femmes, les personnes LGBT et les minorités. Parce qu'ils détestent la perspective d'un monde juste et égalitaire où chaque personne pourrait simplement s'autodéterminer. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les femmes en Iran, en Argentine, en Afghanistan, qui en luttant pour leurs droits, en risquant leur vie pour leur liberté, tracent en ce moment même le chemin des droits et des libertés tout court. J'entends souvent, et on me dit souvent à moi, en France, que les féministes mènent des combats marginaux, qu'il y a mieux à faire et plus urgent, et que la vraie politique et les trucs sérieux, c'est autre chose. Et la vérité, c'est que ce que font les femmes qui se battent contre le patriarcat et contre le fascisme partout dans le monde, ce que font les Iraniennes en ce moment même, ce que font les Afghanes, ce que vont faire demain les Américaines et les Argentines, c'est la démonstration puissante, bouleversante et irréfutable que les combats pour la liberté des femmes sont l'avant-garde des combats pour la liberté tout court et pour la démocratie tout court. Victoire Tuaillon t'a demandé tout à l'heure si les féministes ne devraient pas se concentrer, enfin c'était une question rhétorique dans le débat, mais si les féministes ne devraient pas se concentrer uniquement sur des sujets féministes. C'est une question qu'on pose aussi souvent aux écologistes. Souvent on nous dit, alors parfois vous devriez faire plus ou moins, ça dépend, d'écologie. Alors généralement quand on dit ça, on veut dire d'environnement.
Mais moi, en fait, je ne sais pas ce que c'est un sujet uniquement féministe ou uniquement écologiste. Il n'y a aucun sujet politique, aucun sujet qui a trait à notre société qui ne puisse être traité de manière féministe, antiraciste et écologiste. Le cœur du sujet du féminisme, de l'antiracisme et de l'écologie, c'est de tracer le monde dans lequel on veut vivre, de la société qu'on veut construire. C'est quelle économie on veut, quelle géopolitique, quelles institutions. Et aucun aspect de ce monde, par définition, n'est étranger aux féministes. La deuxième chose et la dernière chose que je voudrais vous dire, les amis, c'est qu'il ne faut jamais, jamais lâcher. On n'est pas dans un moment facile, on est dans un moment très difficile. Tout peut basculer, on le sait, et c'est normal d'avoir peur. Je pense que toutes les personnes qui sont engagées en politique, nous sommes très souvent angoissés. Et comme parlementaires, écologistes, féministes, antiracistes, c'est tous les jours une angoisse de savoir est-ce que dans ce moment de bascule où tout peut arriver, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que c'était ça qu'il fallait dire? Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Est-ce que nos actions d'aujourd'hui participent ou pas à lutter contre ce qu'on appelle une arrivée qui peut paraître inéluctable de l'extrême droite au pouvoir? Mais il ne faut jamais lâcher parce que le pire n'est jamais certain. C'était impossible, en théorie, de sortir l'extrême droite du pouvoir en Pologne. Impossible. Tous les journaux prévoyaient, je m'en souviens très bien, que le PiS allait rester au pouvoir en Pologne. Mais des femmes, des jeunes, des personnes LGBT se sont mobilisées, sont allées voter et ils ont gagné. En Espagne, c'était impossible. Tous les journaux avaient prévu que l'Espagne basculerait et que l'extrême droite arriverait au pouvoir. Mais il se trouve que des femmes principalement, et des jeunes, et des personnes racisées, et des personnes LGBT ont décidé de refuser ça, se sont levés, sont allés voter et ils ont gagné. C'était impossible d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Et c'est ce qu'on m'a dit dès le départ, quand j'ai commencé ce combat, y compris parmi des alliés très proches qui ont mené ce combat avec moi, qui me disaient « c'est un très beau combat, on va le mener avec toi, mais bon, tu sais que c'est impossible. Jamais le Sénat ne va voter pour introduire l'IVG dans la Constitution. » Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était impossible, on avait une majorité absolue contre nous, et pourtant 2 ans plus tard, 80% du Sénat a voté pour consacrer un droit contre lequel ils avaient lutté pendant un siècle à peu près. Et je vous le dis, la meilleure stratégie pour lutter contre les reculs des droits, c'est pas seulement la résistance, c'est la conquête de nouveaux droits. Et la chose la plus importante que moi je retiens comme femme politique de cette histoire, au-delà de tous les moments qu'on a passés avec beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui à savoir comment on allait y arriver, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est pas la force de l'espoir ou de l'optimisme, c'est la puissance de l'action et de l'action collective. Parce que toutes les batailles féministes étaient des victoires impossibles, qui ont été menées à un moment donné par des femmes, qui se sont davantage demandé comment elles pouvaient gagner que pourquoi elles allaient perdre. Et je voudrais terminer par une chose. La démocratie, la liberté, elles ne peuvent pas être détruites par celles et ceux qui veulent les détruire. Ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont jamais été assez nombreux et jamais les fascistes tout seuls ne sont arrivés à détruire la démocratie. La démocratie, elle sera détruite par celles et ceux qui les regardent faire et qui ne font rien pour les en empêcher. Par ceux qui ont voté pour leur donner des postes de vice-président à l'Assemblée nationale, qui négocient avec eux le budget du pays, qui reprennent leurs thèses racistes et xénophobes, par ceux qui gouvernent avec eux, déjà aujourd'hui, en Italie, en Finlande, en Croatie, en Suède, aux Pays-Bas, par ceux qui leur déroulent le tapis rouge dans les médias. Le pire danger pour la démocratie aujourd'hui, le pire danger pour les droits et les libertés fondamentales, c'est leur opportunisme et leur lâcheté. Mais la plus grande erreur face à l'opportunisme et la lâcheté, c'est la résignation. Et donc c'est en refusant la résignation que l'on peut gagner. C'est en refusant la résignation qu'on a, comme le disait Caroline, déjoué tous les sondages le 7 juillet. Même si les responsabilités coupables du président de la République, depuis, a décuplé
la défiance et la colère, nous savons tout ici qu'on peut le faire. Et tant que nous serons là, ensemble, unis et déterminés, tant que nous ne lâcherons pas, aujourd'hui ou demain, je vous le garantis, nous gagnerons. Merci, bon appétit.